pour cette invitation. Hop, je dis j'ai compris pour le recording in progress. Donc, merci pour cette invitation. Bravo à vous pour, on en parlait juste en amont pour le DIU. Je sais par expérience que voilà le type d'engagement que ça demande et donc vraiment je suis très heureuse de pouvoir être solidaire, y participer bien évidemment intellectuellement et puis de manière pédagogique avec vous, etc. Mais aussi de façon plus solidaire parce que ça me paraît très important. Vous allez voir, mon propos aujourd'hui est volontairement très ouvert, puisque humanité médicale, je vais redéfinir un petit peu ce que l'on entend par là, la question de l'éthique et plus spécifiquement de la pluralité des éthiques, sinon ce serait trop simple. Et puis, je développerai, mais de façon très panoramique, quelques relations importantes entre psychiatrie et SHS, et notamment, bien évidemment, donc sciences humaines et sociales, et notamment philosophie. Et puis, en dernier point, je viendrai justement vous donner un exemple de ce que l'on fabrique, entre guillemets, à la chaire de philosophie du GHU, psychiatrie et neurosciences, notamment autour d'un protocole, d'un proof of concept et d'un proof of care, de contenance volontaire. Et j'essaierai voilà, de vous montrer in concreto qu'est-ce que ça veut dire d'être un philosophe et d'être une chaire de philosophie à l'hôpital, d'être un service au service des autres services, mais également des patients, bien évidemment de la communauté soignante, des familles, etc. Donc il y avait, voilà, je vous montrerai un peu quelque chose là-dessus. Alors, les humanités médicales, un rappel bref, c'est Beckley qui comment dire, a bien défini cela et qui est un des grands spécialistes des humanités en santé. La recherche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la recherche et l'enseignement en sciences humaines et sociales, prenant la médecine pour objet, à la fois comme science et comme pratique. Ainsi, la philosophie, la sociologie, l'histoire de la médecine, l'histoire et la critique des représentations de la médecine et du soin dans la littérature, tout ce qu'on appelle les medicine studies. Bien évidemment, la question de l'épistémo des sciences biomédicales. Et puis ça, c'est le côté, je dirais, très théorique, mais en fait, les humanités médicales, il y a une extensivité possible et on voit que plus on va introduire un certain type d'enseignement, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques, la musique, etc., à la fois dans les protocoles de recherche, mais aussi dans les cursus des étudiants en médecine, mais pas que, parce que les humanités médicales, c'est à la fois ça se joue dans les facultés de médecine, mais ça se joue ailleurs. Donc, on va avoir une définition plus ouverte et qui fait que, voilà, on peut bien évidemment, on intègre par exemple ce qu'on appelle la médecine narrative sans aucun problème dans les humanités médicales. On peut intégrer bien sûr tous les protocoles et tous les états de l'art concernant l'art-thérapie. Ça rentre également là-dessus et Sainte-Anne est un des hauts lieux, si j'ose dire, avec à la fois une psychiatre, Anne-Marie Dubois, qui est à la fois et psychiatre et conservateur du musée d'art brut. Je pense que c'est une des rares figures qui conjugue ces deux points. Et puis, bien évidemment, avec un centre qui a porté très haut la théorisation de l'art-thérapie et de l'introduction dans les protocoles thérapeutiques eux-mêmes de formats comme ça, de dispositifs d'art-thérapie. Donc, l'alliance des humanités et de l'art avec la médecine au sein de projets de valorisation de la recherche ou de vulgarisation à travers des expositions, des spectacles, des conférences ouvertes à tous, d'autres dispositifs visant à mettre à profit les forces des sciences humaines pour traiter des sujets médicaux ou scientifiques complexes dans un but d'information, d'éducation ou de prévention. Donc, vous voyez que, en gros, Beckley, il part d'une définition la plus restreinte possible, la plus voilà, circonscrite, et puis ça s'ouvre comme un entonnoir. Et ça nous permet justement demain d'utiliser les humanités médicales comme une matrice pour réfléchir à d'autres lieux, d'autres champs disciplinaires qui ne sont pas simplement ceux de la santé.
hein, c'est ça, les humanités médicales, demain, peuvent nous permettre de réfléchir sur la démocratie, peuvent nous permettre de réfléchir sur le développement. Nous, à la chaire de philosophie, on utilise la matrice des humanités médicales pour aller réfléchir sur la question du développement. Donc, et on parle de clinique du développement, notamment entre nord et sud. Donc, c'est pour vous montrer que voilà, on peut avoir une vision des humanités médicales bien plus extensive que le seul univers de la santé. Petit rappel chronologique sur ces humanités médicales, alors là, plus stricto sensu, 13e, 15e siècle, de fait, on a un héritage au départ humaniste, hein, on n'entre pas à la faculté de médecine sans être maître S-art, et donc trivium, quadrivium, tout ce qu'on appelle l'enseignement des arts libéraux, et tout ce qui est bien évidemment aujourd'hui considéré comme non scientifique. Et puis petit à petit, avec les Lumières et bien évidemment le grand temps positiviste très important, incarné notamment par Claude Bernard, et avec la naissance de la médecine expérimentale, avec la nécessité effectivement de prouver entre guillemets la guérison, parce que la guérison en tant que telle ne prouve rien, et donc ça va être toute la construction de la charge de la preuve scientifique, et c'est absolument nécessaire, hein, mais conjointement, c'est raconté par toute l'historiographie des sciences humaines et sociales et des medicine studies, c'est-à-dire conjointement à ce positivisme, va se jouer aussi un discours jugé par certains comme trop techniciste, de moins en moins humaniste, etc. Donc c'est une vieille binarisation qui est fausse, hein, mais enfin qui est fausse, qui est vraie et fausse. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment on peut au contraire porter haut l'héritage positiviste, l'evidence-based medicine, et puis en même temps d'aller travailler avec les medical humanities, d'aller réinsérer, c'est le cas depuis les années 50, depuis Robert Merton et d'autres, on a une réinsertion des sciences humaines et sociales dans le champ médical. Là, bien évidemment, les années 60 autour de l'éthique médicale, les années 70 autour de la bioéthique, avec une apparition, première apparition dans le champ législatif français en 94. Et puis aujourd'hui, le fait que voilà, l'evidence-based medicine, c'est l'essai clinique randomisé en double insu, etc. La question est, en revanche, nous, quand on fait des humanités médicales, comment on invente aussi une charge de la preuve. Donc, comment on ne caricature pas, bien évidemment, l'evidence-based medicine, parce qu'on ne peut pas prendre les protocoles de l'evidence-based medicine et de les plaquer sur des dispositifs d'humanité médicale, et en même temps, on ne peut pas non plus, quand on fait des dispositifs d'humanité médicale, se considérer que la charge de la preuve n'a pas valeur. Donc, on est sur cette idée de evidence-based humanities, entre guillemets, de montrer, hein, de véritablement montrer comment cette ouverture aux humanités médicales vient aider les protocoles de soins, vient nous permet de les reconfigurer, etc. Donc ça, c'est ce que je vous montrerai à la fin avec le protocole du sujet se contenant et la question de la contenance volontaire. Petit rappel aussi là, voilà, quand on parle d'éthique, éthique de la médecine, éthique de la recherche, intégrité scientifique, et puis je reviendrai tout à l'heure sur la pluralité des éthiques. Mais là, je reprends un temps plus chronologique. Donc, vous voyez, un des auteurs clés en sciences humaines et sociales, c'est Robert Merton, avec tous ses travaux sur la sociologie des sciences et le fait qu'il va poser dès les années 40 un ethos scientifique. Et cet ethos scientifique, c'est ce qui va être l'avant-poste de ce que on posera ensuite comme le concept d'intégrité scientifique. Donc, c'est l'impartialité, c'est
la communauté scientifique, la collégialité, c'est ce qu'il appelle le scepticisme organisé. Donc, c'est très intéressant, hein, puisqu'on est au cœur aujourd'hui de cette éthos de la science assez malmenée. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça nous éloignerait tout de notre sujet, mais c'est vrai qu'on voit très clairement aujourd'hui des instrumentalisations de la controverse publique au nom de soi-disant une controverse scientifique, ce qui est faux. Mais résultat, ça crée une défiance très forte envers la science et ça crée une disqualification du débat public autour justement d'un débat public venant nous expliquer ce qu'est la science. Hein. Donc vraiment, ça fait 2 ans que, qu'on met à mal cette communication autour de la science avec la question pandémique. Alors on le met à mal et en même temps, on lui fera certainement faire des bombes. Enfin, ici, ce sont malgré tout, quand on parle d'éthique, on est obligé de rappeler ces quelques grandes dates et notamment une date qui est absolument déterminante, qui est le procès de Nuremberg. Pourquoi? C'était un procès des médecins aussi. Et c'est à partir. Oui, aujourd'hui, nous, quand nous formons les questions de droit des patients, etc., nous sommes des enfants, entre guillemets, du Code de Nuremberg, au sens où nous sommes des enfants du consentement, de la non-malfaisance, de l'obligation de bienfaisance, de l'obligation de qualification professionnelle, de l'obligation de proportionnalité, etc., etc. Donc, c'est je ne refais pas l'histoire là-dessus, mais c'est important d'avoir dans sa tête, malgré tout, toutes ces étapes qui sont venues structurer le champ scientifique et surtout les rapports sciences-société. On est sorti, entre guillemets, de ce rêve d'autonomisation de la science. Vous prenez un texte, Max Weber, dans les années 20, Le savant et le politique, où vous avez éthique de la conviction d'un côté, éthique de la responsabilité de l'autre pour qualifier ce qu'est un savant versus ce qu'est un politique. On sait bien aujourd'hui que c'est intenable. Donc à la fois il faut protéger une indépendance et une certaine forme d'autonomisation de la science, puisqu'elle ne peut pas être dans les raies de la politique et des controverses publiques, mais en même temps elle ne peut pas notamment totalement se désintéresser bien évidemment des conséquences sociétales de ces travaux et puis des attentes aussi de la société envers la science. Donc c'est tous les humanités médicales prennent en considération ce rapport science-société. Alors, quand on parle d'éthique, de quoi parlons-nous? On parle notamment de tout cela, et ce qui fait toute la complexité, parce que là encore, il n'y a pas une éthique, il y en a plusieurs, et il y a bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, des éthiques qui sont assez antinomiques. Et là encore, l'expérience pandémique nous a mis au cœur de cette controverse, de cette querelle entre ce qu'on pourrait résumer d'un côté une éthique aristotélicienne, c'est-à-dire c'est quoi l'éthique aristotélicienne? C'est une éthique plutôt jurisprudentielle au sens, au sens où, hop, j'enlève ça, ça me gêne. Voilà. Au sens où on a une prud'homie, comme dit Montaigne, c'est-à-dire où le terme aristotélicien, une phronésie, c'est-à-dire une sagesse pratique. Aristote dit, voilà, vous avez une discrimination de la norme parce qu'elle est trop générale. Et donc, nécessairement, produire du juste, c'est produire des principes, bien évidemment, mais des principes qui viennent se soucier de la situation qui est en présence. Et donc, nécessairement, il y a un phénomène d'ajustement, il y a un phénomène de tempérance, il y a un phénomène jurisprudentiel, c'est dans ce sens-là, hein, c'est pas au sens du droit, c'est-à-dire prudent avec le juste, et on va à chaque fois, comment dire, adapter, singulariser la position de principe pour bien vérifier que cette position de principe ne vient pas renforcer
des vulnérabilités, mais au contraire fait en sorte que ces vulnérabilités, encore une fois, ne soient pas augmentées. Donc, ça, c'est l'éthique aristotélicienne. Exemple typique, si vous voulez, pourquoi je dis que la pandémie a été comment dire, une configuration, un exemple, une illustration des difficultés de la discrimination de la norme. Quand vous dites confinement pour tous, de fait, ça vous paraît juste dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, si vous êtes un aristotélicien, vous savez immédiatement qu'il y aura une discrimination par ce principe, parce que, bien évidemment, confinement pour tous, c'est oublier qu'il y a des maladies, il y a ceux qui sont en maladie chronique, il y a ceux qui sont en maladie psychique, il y a ceux qui ont une exiguïté d'espace pour vivre et non pas des grands espaces. Il y a les enfants de 2-3 ans qui ne pourront plus apprendre aussi aisément et qui sont dans des fenêtres de tir qui sont absolument pas celles des actifs, etc., etc., etc. Et que donc, si derrière, vous ne produisez pas un réajustement par une éthique, vous passerez à côté de l'éthique. Donc ça, c'est l'éthique aristotélicienne. Et puis, bien sûr, vous avez les conceptions utilitaristes de l'éthique, benthamiennes, et qui vont jusqu'à aujourd'hui les ouvrages de Peter Singer sur ce qu'il appelle, lui, l'altruisme efficace. Et c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on peut appeler c'est ce qu'on peut appeler chez Bentham une éthique du grand nombre, où on va considérer que ce n'est pas le sujet en tant que tel dans sa singularité qui est le diapason, mais c'est l'ensemble d'une population, donc c'est des éthiques populationnelles et donc nécessairement statisticiennes et nécessairement qui travaillent avec des questions de seuil, des questions de ratio, des questions de probabilité, etc. Donc qui vont heurter, voire réifier le sujet, mais qui en même temps sont absolument corollaires de nos politiques de santé publique. Donc là encore, la pandémie a bien montré cela, mais qui peuvent être ressenties comme non seulement fragilisantes, renforçant des vulnérabilités, mais liberticides, etc. etc. Je passe vite, vous connaissez ça parfaitement. La notion d'altruisme efficace chez Peter Singer, c'est comment dire, une approche plus libérale, utilitariste, actuelle, pour défendre en gros le fait que l'éthique se doit éthiquement d'être efficace. Hein, donc, c'est tous ceux qui vont, à un moment donné, la bonne intention et la non-échelle, entre guillemets, de la bonne intention ne suffit pas. Et donc, fait partie de l'éthique précisément le fait que la modélisation, le scaling, le fait qu'on passe à l'échelle, le fait qu'on fasse une montée en généralité, le fait que tout d'un coup ça puisse se généraliser au-delà du simple cas singulier est une question majeure. Donc c'est la question transformation sociétale qui fait partie de l'éthique. C'est pour ça que c'est une conception malgré tout utilitariste. Puis vous avez d'autres conceptions, je ne rentre pas trop là-dedans parce que je n'y arriverai pas, mais vous irez vous-même regarder la conception kantienne. Nous restons des enfants, bien évidemment, de la conception kantienne, avec les deux grands impératifs catégoriques, agis de telle sorte que ta maxime soit universalisable. Mais deuxième, agis de telle sorte que tu considères autrui toujours comme une personne, jamais comme un moyen. Donc, ça, c'est en gros une éthique qui est tournée vers la singularité de la personne. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un élargissement du cercle de l'éthique, élargissement du cercle de l'éthique à l'ensemble du vivant, en contexte anthropocène, etc. Et donc, c'est notamment des nouveaux impératifs catégoriques qui viennent prendre la main, plus ou moins antinomiques avec les impératifs kantiens. Jonas, avec le fait qu'il considère aujourd'hui que l'éthique ne peut pas être simplement qu'individuelle, l'éthique doit être collective, donc d'une certaine manière utilitariste.
et nécessairement même politique, dit-il, donc avec une normativité forte, voire contraignante, et puis par ailleurs, non pas simplement une éthique du présent, agit de telle sorte que, non, agit de telle sorte que les générations futures puissent bénéficier d'une vie authentiquement humaine. Et donc, c'est toute la question des générations futures qui, aujourd'hui, construit le spectre de l'éthique. Et en gros, ça existe depuis les années 70, avant pour certains, bien évidemment, mais je parle de façon plus conséquente à l'international, etc., et notamment avec le rapport Brundtland de 1986, l'ONU, c'est la question des générations futures et ça nous constitue encore aujourd'hui. Et puis, vous voyez bien sûr à différencier les approches déontologiques, qui sont des approches normatives, généralement protectrices d'un ordre, donc d'une corporation, d'une communauté, etc. Et très souvent, l'éthique, bien sûr, n'est pas la déontologie. Il y a une position plus transgressive, on va dire, que par rapport à la déontologie. L'approche intégrité scientifique, les questions de bioéthique, où là, on va y revenir. Donc voilà. Et puis, on va aussi revenir à cette notion du care, puisqu'elle est considérablement aujourd'hui réinvestie, notamment dans les humanités médicales. Et là aussi, on va y revenir. Et puis une dernière question qui est tout sauf simple, c'est la question de l'universalisme des valeurs, sur le fait ou non qu'il y a une éthique universelle, ou qu'au contraire, on doit nécessairement toujours insérer dans une anthropologie particulière les conceptions éthiques. Alors, justement, je vous avais dit qu'on allait voir, vous vous souvenez, plusieurs schémas de philosophie de la psychiatrie. Foucault, de fait, en balayant vraiment les Foucaldiens patentés qui nous regardent me pardonneront. Pareil, un petit point sur Goffman. J'ai donné quelques noms qui sont quand même très symptomatiques. Laing, l'antipsychiatrie, Palo Alto. On fera plutôt un point sur Uri et Tosquelles, Guattari, donc tout ce qui concerne la psychothérapie institutionnelle. Très important parce que ce sont là aussi c'est pas des philosophes de la psychiatrie à proprement parler, mais c'est pourtant des héritiers de la psychanalyse et malgré tout d'une prise en considération de la psychiatrie, donc la théorie critique. Vous avez vu, donc ça j'irai pas trop, mais bien sûr Bieswanger, la psychiatrie phénoménologique, mais vous avez aussi tous ceux qui travaillent sur les théories de l'attachement, qui sont également importants. Alors je mets Foucault. Le point déterminant chez Foucault, c'est bien sûr notamment le concept de bioéthique et de biopouvoir. Je vous ai mis quelques références ici, mais c'est le point important qui rappelle tout simplement que à partir du XVIIIe siècle, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la santé publique devient à la fois, dit-il, une discipline, une pratique, une institution, et en fait devient un des objets premiers de construction d'une société, au sens où la santé va avoir un rôle déterminant dans la productivité d'un pays. Parce que c'est cela. Négliger la santé est une avarice coûteuse, comme les C'est pas que nous. Les questions de biopouvoir et de biopolitique et de bioéthique, donc avec ce point essentiel que la vie et le corps vont devenir des objets de pouvoir. Il n'y avait que des sujets juridiques dont on pouvait retirer les biens, la vie aussi d'ailleurs. Maintenant, il y a des corps et
des populations, le pouvoir est devenu matérialiste. Il cesse d'être essentiellement juridique. Il doit traiter avec des choses réelles, que sont les corps, la vie. La vie entre dans le domaine du pouvoir. Donc, voilà ce qu'on appelle le biopouvoir. Et les technologies du pouvoir, le pouvoir contrôle les individus en organisant la vie sur la base d'un certain nombre de traits censés concerner tous les vivants. Et bien évidemment, une des manières de contrôler la vie des corps, c'est bien évidemment la santé. Donc ça, c'est l'apport majeur des thèses, enfin un des apports majeurs des thèses de Foucault, de montrer à quel point contrôle, assujettissement, surveillance, productivité d'un pays, projet de normalisation des corps, des conduites, marginalisation bien évidemment des anormaux, tout ça forme en gros les lumières jusqu'à nos jours. Et un de ces outils, alors ce n'est pas le fait d'aujourd'hui de la psychiatrie du 21e, mais c'est au minimum la psychiatrie de la fin du 18e et bien évidemment surtout du 19e et du début du 20e. Cette psychiatrie, elle est selon lui au service, alors consciemment ou inconsciemment, mais elle est au service de ce pouvoir disciplinaire. Elle est elle-même une institution inséparable de la discipline. Donc, c'est sa thèse, notamment dans Naissance de la clinique, une archéologie. Donc, je vous ai mis un peu les ouvrages de Foucault. Il ne s'agit même pas d'analyser le fonctionnement de la psychiatrie à partir du discours supposé vrai de la psychiatrie. C'est à partir du fonctionnement de ce pouvoir disciplinaire qu'il faut comprendre le mécanisme de la psychiatrie. Donc, Foucault, père médecin, tentative de suicide en 1948. Il est récupéré d'ailleurs à Sainte-Anne par le docteur Delay. Il va suivre des présentations cliniques. Il sera diplômé en psychopathologie en 1952, en psychologie expérimentale en 1953. Il publie Maladie mentale et personnalité en 1954. Mon projet qui n'est pas d'écrire une histoire des développements de la science psychiatrique, mais plutôt une histoire du contexte social, moral et imaginaire dans lequel elle s'est développée, car il me semble que jusqu'au 19e, pour ne pas dire jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de savoir objectif de la folie, mais seulement la formulation en termes d'analogie scientifique d'une certaine expérience morale, sociale de la déraison. D'où cette manière si peu objective, si peu scientifique, si peu historique de prendre la question, mais peut-être cette entreprise est-elle absurde et condamnée à l'avance. C'est dans une lettre de 1957. Et puis, les ouvrages jusqu'au pouvoir psychiatrique de son cours au Collège de France, Histoire de la folie classique, Naissance de la clinique, et puis il aura des rapprochements plus conséquents avec l'anti-psychiatrie dans les années 60, fin des années 60, et puis également tous ces travaux-là seront alliés notamment à son groupe d'information sur les prisons. Alors, dans la maladie maladie mentale et personnalité, la maladie n'a sa réalité et sa valeur de maladie qu'à l'intérieur d'une culture qui la reconnaît comme telle. Bon, donc ça, c'est très clairement les thèses qui sont défendues par tous les auteurs qu'on va voir ici, et en l'occurrence très souvent par les humanités médicales, et puis la manière dont on mêle psychiatrie et SHS. Les discours médicaux sur la maladie mentale ont monopolisé l'espace de parole, le champ de la conceptualisation, et ont rendu corrélativement à cela inaudibles les malades, réduisant leur discours à de la pure folie, à la simple expression de la maladie. Dans Histoire de la folie, Foucault opère une étude historique de l'expérience de la folie et de la pratique de l'internement depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, histoire qui se construit avec une exclusion progressive de la folie, assimilée ensuite à déraison et valorisation occidentale du seul discours médical et scientifique comme règne de la raison. Et donc, dans Histoire de la folie, il montre comment, voilà, historiquement, la Renaissance était encore un moment où raison avait, entre guillemets, en miroir une relation à la non-raison, mais cette non-raison appelée folie, mais n'était pas stigmatisée, n'était pas moralisée, n'était pas disqualifiée, elle était comme une sorte de pendant
Voilà, on ne pouvait pas avoir l'un sans l'autre. Et puis petit à petit, l'âge classique va être une exclusion et une disqualification de cette non-raison en déraison. Et la déraison, c'est littéralement la moralisation de cette question, perversion, misère, dérive morale, la mise en place de l'anormalisation, toute la question des anormaux. Et le XVIIe siècle invente l'espace d'internement. Et un des grands outils de ces espaces d'internement, bien sûr, l'hôpital. Bien évidemment, ce n'est pas heureusement que cela. Et l'âge moderne va être une expérience plus anthropologique de la folie, où la folie n'est plus perçue comme absence d'être, elle est désormais envisagée comme altération des facultés humaines. Et heureusement, l'enfermement exclusif et systématique de la folie s'arrête, on passe à la médicalisation et on fait naître, dit Foucault, la psychiatrie française, où précisément de manière symbolique, Pinel a délivré les fous de leur chaîne, et donc on pose comme acte de naissance de la psychiatrie cette fin du XVIIIe. Dans le pouvoir psychiatrique, son cours au Collège de France, vous avez le fait, malgré tout, de montrer que, en tout cas pour lui, dans les années 70, encore un discours assez dur sur le fait que la psychiatrie est inséparable d'un discours de vérité sur la folie. Et tout son travail va être de remettre en cause la scientificité du discours psychiatrique. Et donc, de montrer qu'effectivement, le 19e est encore un traitement moral de la folie. Et par exemple, rappelle-t-il, Pinel, qui pose que quel est le travail du médecin psychiatre, c'est Foucault qui le cite, l'art de subjuguer et de dompter, pour ainsi dire, l'aliéné en le mettant dans l'étroite dépendance d'un homme qui, par ses qualités physiques et morales, soit propre à exercer sur lui un empire irrésistible et changer la chaîne vicieuse de ses idées, dans le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie. Et donc, ça va être toute cette constitution très confuse, très mêlée. L'asile psychiatrique constitue un dispositif de guérison. Vous avez souvent entendu cela, cette machine à guérir. Ce qui guérit à l'hôpital, c'est l'hôpital. Sous-entendu, c'est l'organisation de l'hôpital. Donc, c'est l'institution, c'est le système institutionnel, le système disciplinaire, c'est la disposition architecturale, c'est l'organisation de l'espace, c'est le panoptique. Vous connaissez tous les travaux sur le panoptique, c'est la manière dont les individus sont distribués dans cet espace, et ça sera une des thèses modèle au sens de mathématiques de Foucault, qui est de dire que de toute façon, toute la société s'organise comme ça. Par la modernité, c'est l'utilisation de la discipline comme grand vecteur de progrès, on pourrait le dire. Grand vecteur de progrès moral, grand vecteur de progrès thérapeutique, grand vecteur de progrès scientifique, etc. Et qui se joue non seulement à l'hôpital, mais qui se joue dans la caserne, qui se joue à l'école, etc., etc. Machine à guérir, panoptique, donc surveillance centrale, visibilité permanente, isolement, sanction, espace disciplinaire de guérison. Cesser d'être fou, dit Foucault, c'est accepter d'être obéissant. Et donc, résultat aussi, la problématique de l'imposture, alors de la psychiatrie peut-être, mais et donc, alors l'imposture de la psychiatrie, selon Foucault, c'est de se présenter comme une discipline scientifique, alors qu'on est d'abord une orthopédie mentale. Et, dit-il, le psychiatre, c'est celui qui passe au départ du psychiatre en maître ambigu de la réalité et de la vérité, dans les pratiques proto-psychiatriques, donc ça c'est dans le moment passé, au psychiatre comme agent d'intensification du réel, sous-entendu, c'est le psychiatre va être celui qui doit ôter à la folie le pouvoir de se soustraire au réel. Voilà ce que c'est que la définition du psychiatre, agent d'intensification du réel. Le psychiatre, c'est celui qui, et c'est là que se définit sa tâche, doit assurer
au réel le supplément de pouvoir nécessaire pour qu'il s'impose à la folie, et inversement, le psychiatre va être celui qui doit ôter à la folie le pouvoir de se soustraire au réel. En gros, le pouvoir psychiatrique dit ceci: la question de la vérité ne sera jamais posée entre moi et la folie pour une raison très simple, c'est que moi, psychiatre, je suis déjà une science, et si j'ai le droit, en tant que science, de m'interroger moi-même sur ce que je dis, s'il est vrai que je peux commettre des erreurs de toute façon, c'est à moi et à moi seul, en tant que science, de décider si ce que je dis est vrai ou de corriger l'erreur commise. Je suis détenteur, sinon de la vérité dans son contenu, du moins de tous les critères de la vérité. Et c'est d'ailleurs en cela, c'est parce que, en tant que savoir scientifique, je détiens ainsi les critères de vérification et de vérité que je peux m'adjoindre à la réalité et à son pouvoir, et imposer à tous ces corps déments et agités le surpouvoir que je vais donner à la réalité. Je suis le surpouvoir de la réalité dans la mesure où je détiens par moi-même et d'une façon définitive quelque chose qui est la vérité par rapport à la folie. On est en 73, tout va bien, ce n'est plus le cas, mais voilà ce que nous enseigne Foucault. Je passe, puisque ce qui est intéressant là, c'est de montrer qu'il va poser la simulation comme l'anti-pouvoir, entre guillemets, des fous. Il va poser notamment l'acte de Pétronille comme acte fondateur de la lutte asilaire, et on peut même considérer qu'il va considérer la lutte asilaire comme une sorte d'archétype de la résistance. Je passe là-dessus, on y reviendra si vous voulez, par la suite, mais je vois le temps qui file. Donc, voilà les enseignements, entre guillemets, enfin, quelques enseignements de Foucault que vous trouvez dans le pouvoir psychiatrique. Foucault parle d'un contact synaptique entre le pouvoir politique et le corps individuel, et ce sont précisément les disciplines qui assurent les liaisons et transmissions entre le pouvoir et les corps. Alors, contre cela, on bascule, on a vraiment eu voilà, tous ces enfants de la psychothérapie institutionnelle, de Tosquelles à Jean Houry, bien sûr l'antipsychiatrie. Et donc, contre cela, donc on a ce fond au loin de comment dire, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire biopolitique, la dénonciation, entre guillemets, d'une vie qui n'est pas objet de soins, mais qui est d'abord objet d'ordre, objet de pouvoir, puisque c'est ça que raconte Foucault. Ce que raconte également la théorie critique, on en dira un mot tout à l'heure avec la question et le concept de réification, qui est le concept posé par Adorno jusqu'à Axel Honneth. La question très importante, grand texte, là aussi sensiblement, heureusement dépassé, mais qui parle d'institution totale, donc le texte de Goffman, Asile, 1961. Je vous ai mis quelques mots et quelques concepts qui sont posés par Goffman, où il raconte lui-même ayant fait comme les théoriciens de Palo Alto, à la différence des théoriciens de Palo Alto, quand Václavic a voulu travailler justement sur tiens, comment ça se passe à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques, il y est allé caché, comme on dirait aujourd'hui comment dire, un journaliste clandestin ou voilà, qui ne dit pas son nom. À la différence, Goffman y est allé en tant que sociologue. Et donc, il est allé dans, je ne sais plus, je n'ai plus le nom de l'asile dans lequel il est allé, avec son petit carnet, et puis il est resté là en tant que sociologue embarqué dans cette histoire. Et là, il a traqué ce qu'il appelait avec comment dire Flaubert, enfin à partir de Flaubert, la litière du quotidien, et il a essayé de produire une description de cet asile à partir du point de vue des internés, et donc de montrer comment, en tout cas ce qu'il percevait, ce qu'il appelle les techniques de mortification, les profanations de la personnalité. Les profanations de la personnalité, c'est par exemple tout ce qui commence dès ce qu'il appelle les cérémonies d'admission, où on va venir dépouiller systématiquement l'individu de tout ce qui fait
qu'il est un sujet, tous ces objets particuliers, etc. On est dans les années 60, hein. Et donc, petit à petit, de faire en sorte de réifier ce sujet, de l'isoler. Ça va produire une dégradation assez forte de l'image de soi. Et pourquoi institution totale? Parce qu'il est impossible de se soustraire à la discipline, à l'agenda, entre guillemets, de l'hôpital psychiatrique qui vient littéralement, comme une prison, organiser tous les temps de la vie et qui petit à petit vous désautonomise, alors même que normalement un système de soins devrait être un système d'autonomisation. Ben là précisément c'est l'inverse. Et avec bien évidemment toute la question de la réification par la classification, par le diagnostic. On sait aujourd'hui, hein, tous les psychiatres aujourd'hui se font très 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 attention à cette réification par le diagnostic. Généralement, ils n'y mettent plus les pieds, mais dans les années 60, de fait, c'était absolument différent. Et comment vous avez des pratiques à la fois de résistance ou au contraire de simulation, mais qui sont aussi des manières de résister, ou au contraire, tout simplement voilà, des abandons des sujets pour résister à ces lieux. Et puis, donc, voilà ce que Goffman étudie, la folie comme objet de sociologie à travers l'étude des rationalisations collectives qu'elle suscite et des institutions que la société élabore pour s'en défendre. Et versus cela, on va avoir le grand mouvement Soigner l'hôpital d'Hermann Simon dans les années 20 jusqu'à Oury et une clinique comme Laborde, que vous connaissez et qui est toujours opérationnelle à l'heure d'aujourd'hui, ou Václavic, Oury, Toscaïès et bien évidemment les mouvements de l'antipsychiatrie. Juste un point sur la psychothérapie institutionnelle, c'est un des gros points SHS psychiatrie. Je vous laisse les références ici. Juste des points importants. La psychothérapie institutionnelle, c'est tout simplement le fait de considérer qu'on ne peut pas, comment dire, travailler avec les patients, en tout cas on ne peut pas travailler avec les différentes pathologies sans totalement réinventer le fonctionnement de la vie institutionnelle. Et donc, c'est ce qu'il appelle notamment le fait de lutter contre la normopathie par la pitchoum thérapie. Donc, dites-vous, chers psychiatres, si vous pratiquez la pitchoum thérapie. Pitchoum, c'est un personnage de Bertolt Brecht. Donc, c'est intéressant de voir qu'il est allé chercher une figure littéraire pour venir expliquer qu'est-ce que c'est que le groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, puisque en gros la psychothérapie institutionnelle à Laborde est constituée autour notamment de ces groupes de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, où on va mettre en présence notamment ce qu'il appelle les arrière-pays. L'arrière-pays, c'est tout ce qui vient constituer, si on peut dire, les inconscients de chacun. Et ce n'est pas simplement les inconscients des patients, etc., c'est aussi ceux des psychiatres. Donc, on met tout ça ensemble et on fait travailler différemment les psychiatres, les patients, mais surtout tout le corps soignant, puisque la psychothérapie institutionnelle défend ce qu'on pourrait appeler une fonction soignante en partage, avec le fait qu'on ne peut pas, nous dit comment dire Oury, on ne peut pas ne pas différencier le statut, la fonction et le rôle. Et il prend comme exemple l'exemple du cuisinier. Il dit voilà, le cuisinier à Laborde, il a comment dire un statut, il est chef cuisinier, il a une fonction, il cuisine ou il ne cuisine pas, puisque de fait, vous avez des professeurs qui ont le statut de professeur, mais qui éventuellement n'enseignent plus. Donc, on voit la différence entre un statut et une fonction. Et le rôle, dit-il, le rôle, c'est le patient qui donne le rôle. Sous-entendu, si le patient considère que
le cuisinier a une fonction soignante, à ce moment-là, il est identifié comme faisant partie, bien évidemment, du groupe de sociothérapie et de psychothérapie, et il viendra participer aux transmissions, il viendra participer au protocole de traitement, de soins, etc. Et c'est pour ça notamment que les cuisines sont ouvertes à la board. Le sont-elles encore aujourd'hui, je crois, mais en tout cas à l'époque, c'est notamment pour rappeler que voilà, il y a cette fonction soignante en partage. Je passe, comment dire, un peu plus vite, et puis cette notion très importante, qui est la notion de pathoplastie. Vous aviez eu l'année dernière Bruce Bégou qui vous avait parlé de la notion d'ambiance. La pathoplastie, c'est tout simplement l'influence d'un milieu sur les sujets, de la disposition des lieux, des possibilités de circulation, de rencontres, des réunions, d'activités, des conceptions architecturales, de même que les effets des relations hiérarchiques, de la circulation de l'information, des statuts, fonctions et rôles. Toute cette kyrielle de déterminants va induire plus ou moins des symptômes, va induire plus ou moins de la toxicité. Donc tout l'enjeu, c'est bien évidemment de travailler à encore une fois, cette architecture institutionnelle, cette organisation institutionnelle, pour qu'elle produise une alliance thérapeutique et non pas qu'elle vienne produire une toxicité et qu'elle vienne au contraire renforcer les pathologies. Autrement dit, la constellation, vous voyez, c'est aussi un terme qui est utilisé par la psychothérapie institutionnelle, c'est la mise au travail d'une chose fondamentale qui est niée par la psychiatrie traditionnelle, la pathoplastie. La pathoplastie, c'est la fabrication de pathologies par le milieu, mais le milieu, ça se travaille, il faut donc faire une nouvelle constellation, etc. Et cette constellation, notamment, elle se structure autour de ces clubs, de ces groupes thérapeutiques. Donc, les enfants de cela, pathoplastie, c'était une notion que vous trouviez déjà chez Frankl dans les années 30. Et puis aujourd'hui, vous voyez Bégou, écophénoménalité, ambiance, les enjeux de toxicité institutionnelle, voilà. Jusqu'à l'antipsychiatrie, puisque l'antipsychiatrie, point rapide, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, fin des années 50, et plus spécifiquement Cooper, Lang, Isterson dans les années 60, qui tout simplement considèrent, là aussi c'est très psychothérapie institutionnelle, c'est très foucaldien, etc., que la folie est insérée dans un jeu social, familial, culturel, dans un nœud, un nexus, et qu'il est impossible d'étudier la folie hors de la saisie de ce nœud. Donc la sociologie est essentielle, la question de la famille, le contexte institutionnel. Vous verrez dans l'école de Palo Alto que le malade mental chez Bateson, chez Watzlawick, est considéré, notamment le schizophrène, comme la victime émissaire de sa famille, celui que l'on stigmatise pour masquer la défaillance des relations interpersonnelles et maintenir à tout prix l'équilibre du groupe, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. La psychothérapie a notamment créé différentes maisons. La plus célèbre, c'est Kingsley Hall. Je vous renvoie aux différents journaux qui racontent la vie à Kingsley Hall, et notamment au travers de la vie de Mary Barnes, qui a écrit un voyage au travers de la folie. Elle l'a coécrit avec son psychiatre. C'est un des cas princeps de l'antipsychiatrie. Ancienne elle-même, ancienne infirmière, diagnostiquée schizophrène, et qui a vécu à Kingsley Hall et qui a, élaboré tout un travail avec notamment ce qu'on appelle la métanoïa étant une des méthodologies de l'antipsychiatrie pour sortir un sujet d'un trouble psychiatrique. Et donc, alors, juste un point, un exemple,
mais par exemple, vous savez, à Kingsley Hall, vous aviez une indifférenciation totale extérieure entre les médecins et les patients. Vous arriviez à Kingsley Hall, vous ne pouviez pas dire qui était patient, qui était médecin, qui était infirmier. Donc, pour des raisons bien évidemment thérapeutiques, pour produire un protocole où justement les fameuses hiérarchisations et les fameuses asymétries, alors que pourtant toute asymétrie n'est pas une inégalité, mais pour le coup, on considérait là que très très vite, les asymétries produisaient de l'inégalité. Mais c'est allé assez loin, ça a été fermé. Il y a eu beaucoup de controverses sur l'antipsychiatrie, puisqu'il y a eu des conduites et des mises en danger, bien évidemment, fortes, avec des patients qui ont pu mettre le feu, etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais le point déterminant, en revanche, c'est cette insertion, ce refus absolu de dissocier, bien évidemment, la folie d'un contexte plus général. Je termine rapidement parce que voilà, donc je vais passer très très vite, et comme nous sommes enregistrés, je vais passer les slides vite, et comme ça, vous pourrez éventuellement les regarder si ça vous intéresse. Concept de réification est vraiment, ce sont des auteurs absolument clés, je pense, pour ma part aujourd'hui, pour comprendre la question, alors peut-être pas de la psychiatrie au sens vraiment des pathologies dures, mais très certainement la question de la santé mentale, qui est plus vaste, bien évidemment, que la question de la psychiatrie. Mais le concept de réification est un concept clé, bien de Benjamin à Axel Honneth, et qui montre, vous voyez un des derniers ouvrages de Vigarello sur la fatigue, sur l'épuisement comme fait social total, très clairement, le concept de réification, c'est-à-dire comment le sujet se sent chosifié littéralement par nos modes de vie, par la rationalité instrumentale qui organise toutes nos gouvernances, et notamment notre gouvernance du soin, parce que c'est ça aussi par rapport à notre sujet. Donc, comment les humanités médicales viennent à chaque fois travailler pour que la réification ne soit pas, entre guillemets, l'autre nom de la gouvernance du soin, c'est un point qui me paraît absolument déterminant. Et bien évidemment, nous n'y sommes pas. Je passe rapidement là-dessus. Je vous laisse, voilà, je les mets juste comme ça pour le moment. On pourra y revenir tout à l'heure. Point important, Axel Honneth qui rappelle qu'aujourd'hui, il y a véritablement une éthique de la reconnaissance à rétablir. Pourquoi? Parce que la reconnaissance est un bien vital de l'homme, et cette reconnaissance, il y a plusieurs degrés de reconnaissance. Une reconnaissance sociale, bien sûr, une reconnaissance qui est plus celle de l'intuitif personnel au sens de l'intersubjectif, donc plutôt une relation amoureuse, affective, les reconnaissances symboliques, mais aussi la matérialisation de cette reconnaissance. Je dis ça parce que c'est une chose d'applaudir les soignants, c'en est une autre de faire une matérialisation de la reconnaissance, c'est-à-dire de les payer au juste prix. Donc, voilà un petit peu le dernier enfant, entre guillemets, de la théorie critique, et qui montre comment le fait de ne pas être reconnu produit littéralement des troubles psychotiques, des troubles du comportement, des troubles de l'attention, etc., etc. Donc, éthique de la reconnaissance, là aussi, ce concept d'éthique de la reconnaissance rattaché à celui des humanités médicales tend à nous montrer que le cadre métacognitif des humanités médicales doit précisément renvoyer à celui de l'éthique de la reconnaissance s'il veut prendre en considération la dignité du patient, mais aussi des soignants en présence. Donc là aussi, c'est un auteur qui peut tout à fait nous aider pour notamment travailler sur cette question. C'est un des sujets que nous développons beaucoup au GHU psychiatrie et neurosciences, c'est-à-dire l'accompagnement des soignants, la question du burn-out des soignants. Là aussi, je passe. Hop.
Je passe là aussi. Je vous ai mis ici quelques autres comment dire, références intéressantes issues des sciences sociales avec lesquelles la psychiatrie peut travailler, notamment la psychopathologie et la psychodynamique du travail chez Dejour, ce qu'il appelle l'acrasie paresseuse et sténique, l'usure mentale, la souffrance éthique, on y reviendra peut-être dans le moment des questions. Sénète, la corrosion de la personnalité, etc. Donc ça, mais c'est vraiment très, très, très allié à tous les phénomènes de ce qu'on pourrait appeler l'aliénation sociale. L'éthique du care, je passe, parce que si je veux vous dire un mot sur ce qu'on fabrique avec contenance, je n'y arriverai pas. Mais là aussi, c'est un des enjeux clés aujourd'hui dans les humanités médicales. En gros, c'est essentiellement structuré autour de la définition de Tronto dans les années 90. Qu'est-ce que le care? Qu'est-ce que le soin? Qu'est-ce que le prendre soin? Qu'est-ce que la sollicitude? Qu'est-ce que l'attention? Vous le traduisez un peu comme vous voulez. Activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer, de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes, notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. On pourrait rajouter en soutien à la vie bonne, parce que c'est ça, littéralement, qui est sous-entendu. C'est l'espérance de vie, l'espérance en années de vie en bonne santé, en soutien à la vie bonne, et pas bien évidemment en soutien à la vie au sens de survie. C'est absolument pas cela. Je passe là-dessus. Je vous laisse aussi quelques références importantes sur Bowlby, voilà, sur les théories de l'attachement. Vous savez que ça, on en parle de plus en plus en France, qui commence avec le rapport d'Émile Jour dernièrement à s'intéresser plus à cette question. C'est heureusement depuis pas mal d'années ailleurs. Voilà, on travaille bien évidemment sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce que nous fabriquons, notamment à la chaire de philosophie à l'hôpital, indépendamment de ce qui peut être de l'enseignement, l'espace doctoral, la recherche, etc., puisque c'est une chaire de philosophie. Donc, classiquement, c'est un lieu de diplomation, c'est un lieu d'espace doctoral, c'est un lieu d'enseignement. Mais c'est aussi un lieu d'expérimentation et donc de prototypage. Donc, vous voyez, par exemple, quand on travaille sur ce projet-là, de la contention involontaire au sujet se contenant, on va aller chercher dans l'état de l'art des sciences humaines et sociales toutes ces notions-là. Donc, on va travailler bien évidemment sur les questions de contention mécanique et avec tout l'aspect problématique, mais on va aller chercher tout ce qui peut ouvrir la notion de contention à une notion non déficitaire, capacitaire. Et si on va vers une notion de la contention capacitaire, à ce moment-là, on s'intéresse aux notions d'enveloppe, on s'intéresse à la clinique du bord, on s'intéresse à l'espace thymique, aux notions chez Binswanger, on s'intéresse à la fonction phorique, on s'intéresse à la notion de contenance. Et à ce moment-là, on peut tourner la chose et voir comment on pourrait travailler à un sujet se contenant dans un, comment dire, pour produire tout simplement, non pas une alternative, mais parce que ce n'est pas la contention mécanique ou ça, ce n'est pas tout à fait ça. Mais en revanche, on peut réfléchir à la mise en place d'un protocole malgré tout complémentaire et qui sait demain alternatif à la contention mécanique. Donc, vous voyez, on reprend, je passe là-dessus, mais tout ça, vous l'avez sur le site de la chaire, donc vous pouvez aller voir l'état de l'art et les notions et en même temps, comment dire, comment on est arrivé à produire comment dire, ce travail-là avec ce projet donc, qui est piloté comment dire, par le GHU et qui propose quoi? Qui propose une contenance volontaire
pour transformer le rapport à la contention, permet d'abaisser la contention non volontaire, qui implique les patients et les soignants dans la définition de ce nouveau protocole de contention et qui essaye de faire de la contenance un outil de soins capacitaire sur lequel le patient est prise, soit dans l'anticipation des crises, soit dans le rétablissement. Donc, vous voyez, juste voilà, donc l'aigu, pas nécessairement, mais en amont, juste derrière, d'emmener le patient vers effectivement un auto-soin, un auto-diagnostic et de mettre en place cela. On va donc faire des POC, des Proof of Concept, on va tester des prototypes, je vais vous en montrer 2, dans 5 services. Aujourd'hui, les services, c'est cela. Hospitalisation complète adulte, la maison d'accueil spécialisée, le centre intersectoriel d'accueil pour adolescents, le CMP du 15e, voilà, et puis aussi chez nos camarades en neurosciences. Donc, on va aller tester sur, vous voyez, ça dure assez longtemps, hein, ça dure 1 an et demi. Le protocole, parce que, alors, il a pris, là, on a pris quelques retards, mais on est normalement au départ sur toute une année, là, on est sur un petit peu plus. Et donc, vous avez des phases d'abord d'enrichissement du terrain académique avec des doctorants qui partent dans les services pour essayer de travailler sur, tiens, qu'est-ce que seraient ces pistes de contention et de contenance volontaire. Ensuite, vous avez une phase de co-création. On va aller co-créer avec les patients, les soignants, les designers, les ingénieurs, les philosophes, etc., des prototypes. Ensuite, on a une phase de proof of care où on teste les prototypes et si ça marche et si c'est validé par de l'evidence-based, on déploie dans d'autres services. Donc, par exemple, et je vous montre juste, donc là, on avait 2 demandes. Je l'ai mal organisé, pardon, c'est pas grave. On avait 7 protocoles qui sont sortis de ces phases de co-création. Finalement, 2 vont être testés. Un premier qui est ce qu'on a appelé le totem. Qu'est-ce que le totem? La volonté était de produire un système de contenance par la diversion thérapeutique et notamment par un parcours verbalo-sensorialo. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un objet, le GHU voulait un objet portatif et le fait qu'on puisse, c'est la clinique de l'objet, que le patient puisse choisir au travers d'un objet différents stimuli, que ce soit le touche qui viennent activer tous ses sens, le goût, le visuel, le toucher, etc. Il va produire au travers de ce totem, parce qu'il sort de ces différents endroits, des stimuli particuliers, il les garde dans son objet, voilà, et il part avec cette carte émotionnelle, sensorielle, et il élabore autour de cela. On va tester ce système-là. Je vous montre juste rapidement les pistes, parce qu'avant d'arriver au totem, il y a des phases de idéation qui mettent un certain temps, où on teste, où on vérifie si on va aller plutôt vers, par exemple, vous voyez ici la déambulation, ça n'a pas été choisi. Si on allait plutôt dans cette idée de, tiens, on crée une alcôve pour que le patient puisse, vous savez, au mur choisir ces différents stimuli, ou si au contraire, on crée un totem, et c'est le totem qui a été choisi par les soignants et le GHU parce qu'il est sur roulette, parce qu'il peut bouger dans tous les services, etc., etc., et parce qu'il y a quelque chose de plus corporel, on peut s'asseoir dessus, enfin on peut jouer avec son corps, et ça a été retenu comme étant important. Et vous voyez, quand je vous dis tout ce qui va être dans ces
comment dire, dans ces tiroirs, etc., ben, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc, ça va des, des coquillages, des machins, des mousses, enfin bref, tout ça, vous allez pouvoir le choisir, des choses qui travaillent plutôt sur l'adhérence, des collages, des bulles, enfin tout ça, vous allez pouvoir choisir et garder des goûts, des odeurs que vous choisissez, des sons avec une petite enceinte où vous allez avoir des sons qui sont contenants ou pas pour vous, des bruits, des ambiances particulières, des objets qui produisent de la diversion, ou qui vous, soit qui vous sécurisent, soit qui vous divertissent, etc. Et donc tout ça, on va venir tester et à la fin, je vais vous montrer les échelles juste pour terminer, et je termine dans 2 minutes. Les échelles pour vérifier, entre guillemets, pour produire une sorte d'evidence-based entre les humanités médicales et la médecine, ce qui est tout sauf simple pour trouver des échelles communes ou pour les fabriquer. On avait une deuxième demande qui était celle de créer un fauteuil. Donc là, vous voyez, ça a été différentes pistes. Le fauteuil, ça renvoie à de la clinique du bord, ça partait de la squeeze machine dans l'autisme, pour ceux qui connaissent. Hein, voilà, on produit une espèce de contrainte comme ça, très très forte, et qui vient contenir le patient, sauf que là, cette contrainte, elle est totalement volontaire et c'est le patient lui-même qui travaille avec ça. Donc, vous voyez, différentes pistes ici qui avaient été élaborées, et aujourd'hui, on est sur un proto qui est très momifiant, hein, entre guillemets, avec une partie recruvante, avec des textiles particuliers, avec des forces de pression, d'élastique. Voilà, donc vous voyez le proto aujourd'hui en version POC, et qui, pareil, va être testé si ça vous amuse d'ailleurs. Enfin, le terme n'est peut-être pas le bon terme, mais si ça vous intéresse, les POC sont ouverts. Hein, donc, j'ai plus la date, mais ils vont pouvoir être comment dire, testés par plusieurs. Et en gros, l'enjeu étant d'aller les tester dans différents endroits et ensuite de produire des indicateurs en reprenant l'échelle de Brief Psychiatry, enfin des échelles qui sont déjà posées. Donc, en symptomatologie, l'échelle BPRS que vous connaissez, celle qui est le recovery, celle qui renvoie à la qualité de vie des patients, et puis celle qui renvoie à la qualité de vie des soignants. Donc, en gros, avec ces 4 échelles, on construit un certain type, nous, d'échelle composite, et ça nous permettra de vérifier la validité, l'intérêt de ces prototypes. S'ils sont valables, à ce moment-là, ce n'est pas 5, c'est 10, parce que là, on a 5 services qui sont dans la boucle, mais qui sont 5 services volontaires, qui ont participé, qui ont co-pensé avec nous ces différents prototypes. Donc, bien évidemment, un biais tout à fait considérable. Donc, si ça marche là, on ouvrira à des services involontaires, si j'ose dire. Et si ça marche, dans le deuxième cas, on ouvrira en revanche aux différents sites et en adaptant aux pathologies sur les différents sites, puisque ça aussi, ça va être important, bien évidemment, de pouvoir produire des contenances différenciées selon les usagers, selon les pathologies. C'est pour ça aussi qu'on est allé à chaque fois dans des services différents, et on ira demain sur la gériatrie aussi. Voilà un petit peu, et juste pour terminer, vous voyez, on avait d'autres, comment dire, prototypes qui sont en cours de réflexion, notamment un prototype qui est très intéressant puisqu'il se base sur la réflexivité, en fait, c'est-à-dire comment voir sa crise, et qui demande au patient presque de rejouer sa crise, et ça va projeter soit une figuration par de la peinture, soit ça va produire avec une imprimante 3D la figuration de la crise, soit le patient utilise dans un endroit, il utilise son corps pour produire une empreinte. Donc, il y a des réflexions, vous voyez, autour de cela, qui n'ont pas été testés cette fois-ci, mais qui seront peut-être testés dans d'autres endroits. Et j'ai explosé mon temps et j'en suis tout à fait désolée. Voilà, et maintenant, les questions. Merci beaucoup.
chère Cynthia Fleury. Et évidemment, on peut dépasser le temps. Tout est permis presque au début, du moment que c'est créatif. Comme l'a été votre présentation, je ne m'attendais pas à cet aspect, cette approche finalement ancrée dans la clinique. Je disais dans les soins, mais c'est vraiment dans les soins là, avec cette proposition de mise en place de soins qui pourrait probablement réduire la contention. En tout cas, c'est une des hypothèses. L'hypothèse, c'était au départ, de transformer vraiment, de réfléchir sur les représentations de la contention. Donc déjà avec les familles, les patients, d'emblée, de travailler autrement cette notion. Et Dieu sait si c'est pas rien. Donc déjà simplement ça nous paraissait tout à fait déterminant. Deux, oui, ensuite de voir si en clinique de rétablissement, donc post-crise ou en clinique anticipatrice, ça vient aider ou pas. Alors si en plus demain, on peut quasiment être collé à la crise et produire un protocole alternatif, ce sera splendide. Je ne sais pas si on sera capable de faire ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le but, c'est déjà, si on arrivait déjà à être en amont et en aval autrement sur ces questions-là, ça serait un point assez... Enfin, nous, on en serait très, 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 très heureux. Mais enfin, en tout cas, l'enjeu, c'était surtout de vous montrer comment on essaye de faire vivre les humanités médicales et comment on essaye de faire travailler ensemble autant des designers, des ingénieurs, des philosophes et des soignants, et bien sûr des familles. Mais quel travail ça doit être, parce que et c'était déjà super le panorama général que vous avez transmis et la préparation d'un protocole de recherche clinique comme ça, c'est un travail là à temps plein quasiment C'est un travail à temps plein. On a à la fois des doctorants, des chargés de mission, on a un groupe entier référent avec des médecins, des soignants dans la boucle. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu collectif important. Et ça met du temps, donc ça fait maintenant 1 an et demi. Et puis fondamentalement, ça va. Voilà, ce sont des protocoles qui sont assez longs. Alors, on ouvre à la discussion. Si vous souhaitez lever la main, comme ça nous on modère avec Tudy et Michel. Il y avait une première question de Monsieur Kassimi Zakaria oui, qui avait levé tout à sa main. l'heure. Et je sais, attends, est-ce qu'il est encore... Peut-être que la question n'est plus si urgente. Ouais. En attendant une question, moi j'avais bossé pour ma thèse de médecine, mais c'était annexe, le rapport de Mesmer. J'ai vu passer ça et j'avais pas vu le pont avec Pinel. Et on dirait que ce qui était drastiquement mis de côté dans le rapport de Mesmer à la fin où il dit l'application morale de l'homme sur l'homme et contre, enfin c'est même ouais c'est niet complètement et c'est complètement inversé par Pinel. Qu'est-ce qui s'est passé entre Je ne saurais pas dire, mais pourquoi il y a cette référence? Il y a cette référence parce que c'est Stengers, Isabelle Stengers, qui considère que c'est peut-être là le premier, entre guillemets, le proto, on pourrait dire ça comme ça, le proto-evidence-based. Voilà. Et donc, elle fait partir l'evidence-based medicine carrément de là et pas, entre guillemets, classiquement de l'evidence-based qui est lié à l'essai sur la tuberculose, enfin, dans les années, fin des années 40, etc. Donc, elle remonte à Mesmer pour dire, mais non, voilà, c'est là. Non, je pense que c'est compliqué parce que chez Pinel, il y a les deux, mon capitaine. Donc, et c'est ça qui est assez bien montré d'ailleurs par Foucault, c'est-à-dire qu'il y a toute cette controverse qui est de cette volonté absolument de médicaliser, mais au sens de produire un discours scientifique et en même temps, sans s'en rendre compte, oui, il y a des vieux réflexes de normalisation de vie qui, pour le coup, n'ont strictement rien à voir avec un discours scientifique, mais avec des psychiatres qui n'ont pas accès à la conscientisation de cela. On va dire ça comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je crois que oui, on n'est pas du tout au même endroit. Mais voilà.
Et il y a les deux chez Pinel, mais en fait, il y a les deux chez tout médecin ou psychiatre. Moi, je vois avec les externes, là, quand on leur fait cours dans le service et qu'on essaie d'expliquer que à la fois, il faut avoir cette compétence technique, ce savoir, cette qualification médicale d'un savoir et en même temps un savoir relationnel. Souvent, ils se dissocient un peu parce qu'ils ont l'impression, alors ils se dissocient quand on leur fait écho à pourquoi ils sont là en termes relationnels, mais quand ils essayent de voir qu'il va falloir lier les choses et que rien n'est fait pour, enfin rien, ou peu de choses est fait dans les facultés de médecine pour leur apprendre à lier ces deux pans de la pratique. Oui. Et c'est un parcours. Alors on s'en sort en disant c'est le compagnonnage, mais bon, ça suffit pas, hein. Non, non, mais c'est encore parce qu'on avait essayé on a produit d'ailleurs une étude là-dessus, là aussi si ça vous intéresse, sur la cartographie et l'enseignement des humanités médicales dans toutes les facs de médecine. Alors je crois que j'ai transmis le PDF tout à l'heure, si c'est… Voilà, et qui était et pour essayer de voir, au fait, qu'est-ce que justement, quand on enseigne, comment on enseigne, est-ce qu'on peut un peu uniformiser cela et puis pas non plus se remettre à le grand professeur qui pense faire de l'éthique et qui n'en fait pas nécessairement ou qui a des bonnes idées dans sa tête, mais bon, voilà, là aussi, il y a malgré tout, il y a des méthodes, il y a enfin, je veux dire, voilà, il y a un champ de compétences. Donc ça, on a essayé non seulement de faire la cartographie, mais également de proposer ce qui pourrait être quelque chose d'un peu plus construit sur ces points, jusqu'à d'ailleurs des exercices de simulation. On avait tenté ça avec Illumins. Illumins, c'est la structure de Paris Descartes, dorénavant ancienne Université de Paris et dorénavant Université de Paris-Cité. Et Illumins, qui est dédié au départ à la simulation. Donc, simulation, alors là, pour le coup, par soit technique de réalité virtuelle, soit les mannequins, etc. Mais on avait adjoint à cela des jeux de rôle autour voilà, qu'est-ce que c'est qu'annoncer la vérité à un schizophrénique, qu'est-ce que c'est que voilà, un diagnostic, enfin bref, on avait essayé justement de faire vivre autrement et pas simplement par la théorisation, mais d'expérimenter entre guillemets ces savoirs un peu autres et qui sont absolument nécessaires, mais qui demandent beaucoup de temps. Oui. Et est-ce qu'il y a des questions du coup qui viennent? Je ne vois pas de main se lever. Je ne sais pas si tu dis Michel. Moi j'aurais une question, mais c'est Francis. Alors, on laisse la parole aux acteurs, enfin aux participants. Prenez votre micro. Oui, c'est bon. Et je suis là. Bon, j'avais une question à poser par rapport à l'introduction sur l'éthique, parce que je me demandais si vous aviez… pourquoi vous n'aviez pas cité aussi l'éthique de la discussion qui a été développée par… par Habermas. J'ai pas vu, excusez-moi. D'accord. Si. Alors, en revanche, comme j'étais déjà en retard au moment où j'étais sur ce 4e slide et que j'étais déjà en retard, je suis passée. Mais de fait, elle est inscrite parce que c'est un des points essentiels aujourd'hui. Donc, non, elle est inscrite. Peut-être et puis je trouve dans le travail du DU, on pourra transmettre votre PowerPoint aux membres du DU et pour les autres, ils pourront accéder à la vidéo, à l'enregistrement. Mais Akuba, c'est moi qui ai effectivement proposé qu'on raccourcisse un peu pour qu'on puisse échanger. Donc, merci Francis. Pardon, votre question du coup, Francis, je vous ai coupé. Oui, parce que je trouve que c'est un point de vue essentiel pour le travail qu'on fait avec les patients et avec les équipes et avec les parents aussi. Et c'est vrai que plutôt que de partir d'une norme complètement individuelle, partir de quelque chose qu'on co-crée avec les équipes et les patients qu'on rencontre, ça me semble intéressant, très, très actuel. Enfin, je trouve que la conceptualisation de la discussion chez Habermas, elle nous parle beaucoup dans le quotidien de notre travail psychiatrique. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai repositionné et l'air de rien,
dans notre phase de co-idéation, etc., c'est ce qu'on a fait. On a fait, sans le dire, on a quand même fait de l'éthique de la discussion, puisque vous imaginez bien qu'on n'était pas du tout au même endroit les uns et les autres sur ces questions de, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une contenance ? Qu'est-ce que c'est qu'une contenance volontaire, apaisante, capacitaire, etc. Et donc, on a utilisé bien évidemment cette éthique de la discussion habermasienne pour produire aussi l'acceptabilité de ce qui allait se jouer derrière. Puisque c'est ça. C'est pour ça que c'est très intéressant dans cette phase-là. Mais justement, ensuite, on aura cette autre phase de non-éthique de la discussion. Je veux dire par là qu'on va atterrir dans les services qui, eux, n'ont strictement rien demandé et qui vont, à un moment donné, devoir tester des prototypes qui voient surgir de nulle part. Et c'est aussi ça qui est important, d'être sur les deux. C'est la deuxième phase de notre protocole. D'accord, merci. Autre question. Alors, moi, j'aurais une question assez un peu décalée de la philosophie, mais quand on fait de la philosophie dans les soins, il y a des enjeux institutionnels. J'ai fait exprès de faire un tweet tout à l'heure en mettant notre directeur d'hôpital, donc il a liké, il adore, etc. Concrètement, comment on fait pour mettre en place une chaire de philosophie dans les soins? Nous, on a fait des DU, vous voyez, mais notre DU n'a pas de vocation d'encadrer un essai clinique, etc., de montrer vraiment… Alors, on le fait à notre échelle et ça ruisselle après, on espère. Donc, ce qu'on travaille dans nos propres forts et dans l'intérieur, et puis ce qu'on essaye de faire avec les étudiants, on essaie de le diffuser comme ça, mais ce n'est pas une structuration institutionnelle en soi. Bien sûr. Quelles ont été peut-être les étapes ou des recommandations si on souhaitait travailler? C'est très important. C'est très important parce que nous, on a tout mis tout ce qu'on fait, on le fait en Creative Commons. Donc, ça veut dire que malgré tout, si vous, demain, dans un hôpital, vous êtes intéressé par le fait de mettre en place une chaire de philosophie, avec nous ou sans nous, c'est super, vous allez sur notre site, vous regardez tout ce qui peut voilà. Si c'est avec nous, c'est avec nous. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a des antennes ailleurs. On en a une au CHU de Clermont-Ferrand, on en a une à l'EPSMD dans l'Aisne, et on en a deux, une à l'étranger au Mali et une autre qui va s'ouvrir là chez Denis Mukwege, donc à l'hôpital Panzi au Congo. Donc, vous voyez, sur des enjeux lourds de cliniques traumatiques très, très considérables, puisque c'est comment les femmes sont littéralement détruites physiquement, psychiquement par des actes barbares et par les puissances délirantes locales qui utilisent le corps des femmes comme enjeu de guerre et de destruction de l'humanité, tout simplement, de destruction de villages, destruction de communautés, etc. Bon. Donc, on va aller là-bas sur les questions de résilience et sur la construction de protocoles assez lourds liés au cinéma, parce que la verbalisation, c'est pas simple. Donc, nous, on a à produire un evidence base autour de ça. Comment on fait? Donc, on est tout jeune, 6 ans, ça fait 6 ans maintenant. Généralement, c'est vrai que vous avez eu raison de mettre votre directeur dans la boucle, parce que malgré tout, la question institutionnelle première, c'est-à-dire du directeur, elle est importante. Donc, généralement, c'est un des premiers. Mais ça ne suffit absolument pas. Ça suffit absolument pas. Et donc, généralement, on a un service qui décide d'incuber, de porter plus précisément, ou alors une communauté de soignants qui a envie de travailler avec les humanités médicales et qui va produire un collectif. Et ce collectif va être un lieu où on va pouvoir incuber, entre guillemets, cette chaire. Et c'est comme ça souvent que ça commence. Et puis après, ça doit passer les instances, la CME, le machin, le ceci, le cela, enfin. Et tout d'un coup, ça surgit un jour de terre. Et après, c'est une bagarre forte par rapport à des questions bêtes comme les mètres carrés, des choses, tout ça. Bon. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et puis c'est des stratégies d'établissement.
Donc, nous, on fait partie du plan stratégique. Il y a une volonté du GHU Psychiatrie et Neurosciences vraiment de reconsidérer les humanités médicales comme étant un pilier du GHU Psychiatrie et Neurosciences. C'est aujourd'hui, je ne sais plus, une centaine de sites. Hein. Oui, c'est ça, c'est peut-être 90 sites et 130 services, ou je ne sais plus. Donc, c'est quand même entre 60 et 80 000 patients par an. Donc, c'est une très grosse machine. Mais pourquoi le GHU considère que les humanités médicales, c'est clé? Parce qu'il y a des shifts, entre guillemets, aujourd'hui qui structurent la santé, et notamment la santé mentale, qui sont absolument déterminants et qui font que si on ne travaille pas différemment avec les soignants et si on ne travaille pas différemment avec les patients et les familles, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est aussi conscient et puis c'est aussi conscient de toute la transformation avec la santé connectée. Nous, on travaille beaucoup avec les ingénieurs, les applications, les ceci, les cela. Donc, et on le sait que l'humanisation entre guillemets de ces outils est absolument clé demain pour une acceptabilité et encore une fois pour un sentiment capacitaire de ces outils et non pas pour un sentiment qui tout d'un coup serait ressenti comme déshumanisant ou que sais-je. C'est la question aussi du burn-out. La chaire a en charge le suivi du burn-out des soignants et de mettre des protocoles pour, au contraire, venir aider à alléger cela. Donc, il y a plein d'enjeux. Je pense que malgré tout, la décision la plus basique et en même temps la plus déterminante, ça a été de dire la chaire doit être localisée à l'hôpital. Elle est un service au service des autres services, quoi. Mais le comité, alors à Bordeaux, nous, il y a Olivier Mollier et Thibaut Hazer qui s'occupent de l'éthique. Et comment ça se passe avec le centre d'éthique? Vous articulez avec le comité d'éthique de l'hôpital? Vous êtes Ah oui, nous on est. Alors moi, je fais partie. Alors au GHU Paris et Psychiatrie, moi je fais partie du comité d'éthique, donc c'est plus simple. Donc de toute façon, c'est assez logique. C'est-à-dire que et puis en plus, nous on a même on essaye toutes les comment dire les lieux qui sont plus ou moins liés au SHS. On essaye de se coordonner et justement de travailler ensemble, de converger davantage, etc. Ce n'est pas toujours simple, mais encore une fois, avec du temps et par projet, et toujours en faisant porter ça d'abord par les soignants, et nous, en nous mettant au service des soignants, on a une appropriation, on a une acculturation qui est quand même assez efficace. Alors, on a 2 questions sur le chat, je vais les formuler. Et effectivement, vous avez évoqué les shifts qui nous emmènent à ça. Et la question est… C'est lesquels? Et ouais, lesquels, c'est, si vous voulez, je dirais, la reconnaissance je les mets en vrac, hein, la reconnaissance des savoirs expérientiels, donc toute la question de l'expertise patient, qui est née depuis la clinique du sida jusqu'à aujourd'hui, et ce n'était pas la même chose avec Pinel, hein, donc c'est sûr. Donc ça, c'est comment accueillir cette expertise patient, comment la valoriser, comment travailler avec. Nous, la chaire de philosophie à l'hôpital, on est relié à l'Université des patients de Sorbonne Université, fondée et dirigée par le professeur Tourette Turgis. Et donc, c'est un point clé. On travaille aujourd'hui d'ailleurs sur un DIU de père aidant santé mentale, différent de celui de Bobigny, etc., est véritablement très, très, très ouvert. Alors, celui de Bobigny est pour des personnes qui sont déjà insérées à l'hôpital. Là, ça serait vraiment de façon très, 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 très ouverte et avec un enjeu de déstigmatisation de la psychiatrie, de la santé mentale, etc., de manière forte. Donc, c'est par exemple ça. C'est bien évidemment toute la santé connectée, je l'ai dit, le monitoring de la santé, la question des applis, de l'observance, de tous ces nouveaux objets qui peuvent être à la fois totalement ressentis comme liberticides, insupportables et demain dangereux et en même temps au contraire capacitaires. Donc comment nous, on les met toujours au service et on veille à assurer la critique éthique, la garantie humaine de ces outils. C'est bien sûr les maladies chroniques, donc le shift de transition épidémiologique, et qui fait que ce n'est pas la même chose d'être dans des maladies chroniques où vous êtes malade pendant 25 ans
C'est pas du tout la même, comme dirait Canguilhem, la même pédagogie de la guérison. C'est la clinique du rétablissement qui devient très importante, pareil, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la clinique du rétablissement? C'est le jour où, en gros, on vous dit vous n'êtes plus malade d'un cancer. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque très souvent, on a des chiffres sur le fait que dans les 2 ans qui suivent la rémission, vous avez 30% des patients qui tombent en dépression. Vous avez un tiers des patients qui perdent leur travail, etc., etc. Donc, comment, en fait, les sciences humaines et sociales, on accompagne cet autre temps, ce recovery, ce rétablissement, alors même que le médecin, lui, dit non, moi, ça y est, c'est fini, moi, je n'ai plus je ne vais pas j'ai pas le temps, et voilà, c'est pas mon travail moi, ce que je vais suivre, c'est simplement le suivi médical. Or, le suivi médical au sens objectivé, ça ne suffira pas. Donc, nous, on est dans ces approches à la Canguilhem de dire on invente une norme de vie et cette norme de vie, elle se pense avec la singularité du patient, etc. Donc, notamment, c'est le tournant ambulatoire. Si vous considérez, si vous voulez, que le tournant ambulatoire, c'est clé, mais si vous considérez qu'en même temps, votre patient, c'est un abruti et le tournant ambulatoire, il va s'arrêter très, très vite, si vous voulez, parce que le tournant ambulatoire, c'est nécessairement de l'éducation thérapeutique, c'est nécessairement… Donc, c'est quand même cette idée de, tiens, le soin n'est pas simplement porté par les soignants, mais en fait, le soin, c'est une activité, une co-création de tous. Et c'est ça qu'on essaye quand je vous parle de fonction soignante en partage, c'est de montrer comment c'est par l'interaction de chacun avec chacun qu'on va produire du soin. Et c'est ça qu'on essaye de modéliser. Petite musique. Justement, je ne sais pas si Amine, professeur Bandier, vous pouvez poser votre question ou je la formule, ce que vous avez mis dans le chat. Je peux la… Donc, merci pour votre présentation. En vous écoutant à propos des humanités médicales, absolument nécessaire à mon sens pour venir éclairer un tant soit peu les apories, entre parenthèses déniées, une question jamais abordée, qui porte toute la médecine et la psychiatrie plus encore. Est-ce que les concepts d'imagination narrative et de capacité de Nussbaum, ces concepts-là se sont imposés à mon esprit? Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, c'est très, très lié. Alors, j'aurais pu, alors, vraiment, j'ai pas ouvert, mais on est des héritiers des capabilities. Donc, de tout, quand je dis, par exemple, on travaille sur l'approche capacitaire de la vulnérabilité et c'est éminemment lié à Nussbaum, entre autres. Donc oui, ça fait plus que écho. Sur les questions d'imagination narrative, on travaille alors sur ce que les enseignements de la médecine narrative, Rita Cheron et compagnie, et donc on a là aussi beaucoup de travaux. On a même là dernièrement produit un travail alors qui est un petit peu différent, mais qui malgré tout fait écho à cela, mais de façon, je ne sais pas si ça vous amusera, il va sortir ou il est sorti. Non, il est sorti. On a repris avec Valérie Gâteau, donc, qui est chercheur associé à la chaire et qui a en charge notamment toute la clinique du burn-out des soignants et qui produit justement un atelier d'éthique narrative au long cours comme ça fait maintenant 2 ans qu'elle fait ça avec les soignants de Sainte-Anne, mais qui est aussi ouvert à d'autres soignants. Et donc, alors on a tous ces travaux-là qui vont d'ailleurs produire un livrable sur cette éthique narrative au service de la clinique du burn-out. Et on a également un travail qui vient d'être fait sur l'écriture collective de l'événement pandémie, puisqu'on a repris les journaux français liés au confinement et les journaux de soignants. Et donc, comment les soignants, comment les patients, comment les citoyens, par l'écriture, se sont saisis de cet événement particulier qui a été la pandémie dans les 3 premiers mois.
2020. Et donc, on a passé au crible en langue française, voilà, on a passé au crible tous ces journaux et on a produit à la fois un article scientifique et puis une petite note de synthèse là-dessus. Si ça vous intéresse, là aussi, c'est intéressant de voir comment l'écriture a été non seulement a fait un travail de fonction de cohésion très particulier, même de résilience possible. Donc voilà, deux exemples comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on est en train de monter, si ça vous amuse, ça sera sans doute, je l'espère, avant l'été. On est en train de monter une journée avec Columbia et avec British Museum, parce que Columbia a fait le même travail, mais alors autour des podcasts. Donc, comment, là aussi, par les contenus sonores, on est venu attraper cet événement confinement et l'autre côté pandémie, et avec à chaque fois toutes les parties prenantes de la société. Et puis British Museum, je ne sais pas si vous aviez vu, a fait la collecte des rêves pendant cette période. Et donc, on va travailler sur récits diurnes et nocturnes du confinement et de la pandémie, et ça sera avant l'été, on fera ça en Zoom. Donc, ça sera, voilà, on ne sera pas obligé d'aller ni à Columbia ni à Londres, et donc on mettra le lien sur les réseaux. Bon, ben c'est super, d'autant qu'on va avoir la joie de vous réavoir à Bordeaux dans le cadre du DU de médecine narrative. Je regardais la date, je crois que c'est le 5 mai, puisque avec Isabelle Galichon, on oui, vous accueille dans le DU de médecine narrative, puisque je le coordonne avec elle aussi, donc le monde. Et en tout cas, ben, on va peut-être clôturer les travaux pour ce soir, mais merci beaucoup et surtout pour l'ampleur du travail que vous faites, qui vraiment allie la philosophie, mais vraiment dans les soins. Donc, je ne pensais pas autant cet aspect impliqué dedans. Oui, oui. Et... c'est-à-dire que, encore une fois, on essaye d'avoir différents moments. Il y a des moments très théoriques, très méta, très classiques, etc. Puis il y a des moments où on teste, et donc les méthodos sont assez différentes. Et donc, ben, ça va être inspirant pour, je pense, nos universités, cette notion de chair. Je ne savais pas la notion qu'on pouvait aussi vous pouviez essaimer comme ça. Tout à fait. Donc, c'est des éléments passionnants. Alors, je réponds juste aux questions dans le chat. Et effectivement, le temps est toujours trop court, mais il faut continuer le travail à l'extérieur ensuite. Et donc, il demande si le podcast sera disponible. Oui. Est-ce que les slides, ou en tout cas le PDF des slides, sera disponible en accès libre? Moi, on s'était engagé pour les étudiants du DEUS. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport au contenu des slides, passer rapidement? Oui, bah, je verrai ce que je peux vous mettre en... Voilà. En contenu qu'on met en accès libre sous le podcast, du coup. Et... Le podcast, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que en haut du chat, pour les personnes, j'ai mis la chaîne, notre chaîne YouTube. Et vous la retrouverez aussi sur le site du DIU. Je mettrai très rapidement la vidéo sur le site du DIU. Donc, voilà, vous retrouverez tout ça. Peut-être que sur le site du DIU, ce sera beaucoup plus simple de mettre les slides. Donc, allez plutôt consulter. D'ici une semaine, j'aurai mis toutes les ressources. Ben, un très grand merci encore, Sœur Fleury. Merci beaucoup. Oui. À vous, oui. Et à bientôt. Et à très bientôt. Voilà, bonne fin de parcours du DU. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.